Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. On est dans le studio des bonnes résolutions, nous sommes le lundi 20 mars 2023, bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Autrices, auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture première saison, c'est tous les 20 du mois. Ce soir dans Tête de lecture, on va sortir des sentiers battus. On va quitter un instant la boîte noire qu'est la salle de théâtre et parler d'une pièce qui se joue partout. Dans des salons, des granges, des médiathèques, dans des lieux publics ou même chez vous. La pièce s'appelle École d'été et pour en parler, nous recevons les comédiens, auteurs, metteurs en scène de la pièce, Pauline Darcel. Bonjour Pauline. Bonjour. Et Vassia Chavaroche. Bonjour Vassia. Bonjour. Elle l'a rencontré lors d'un séjour linguistique à l'étranger. Lui, son soleil, son miracle, son ami si discret, si pudique, presque renfermé. À la fin de l'école d'été, chacun rentre dans son pays. Mais quelque chose entre eux reste et fait le lien. C'est viscéral, c'est bouillant, ça ne s'explique pas. Il s'envoie un mail par jour. Elle lui raconte sa vie. Lui ne lui répond jamais plus que quelques mots. Elle accepte ses silences, son absence. Un jour, elle ira le voir dans son pays. Et en attendant, elle se nourrit de tout ce qui de près ou de loin lui rappelle son ami. Que mange-t-on dans son pays ? Qui sont les grands auteurs, les disques les plus écoutés, les films les plus populaires ? En créant tout cet imaginaire, elle transforme l'absence en force. Une énergie bouillonnante qui la fait patienter, qui la fait espérer, qui la fait vivre. Voilà pour le résumé de la pièce, mais au-delà du résumé, il y a le regard du public, il y a les cœurs battants des comédiens, la force d'une mise en scène, la poésie des décors, des costumes, de la musique, bref, il y a de la vie. Et c'est de tout ça dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlbert, Eden Douvosson. Aux caméras de ce podcast à regarder, nous avons Elisa Romani et Arthur Leray. À la présentation, Dimitri Fumin, et tout cela est enregistré dans les studios des bonnes résolutions, avec les moyens techniques d'Art Média, etc. Tête de lecture, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre, même quand, comme aujourd'hui, de théâtre, il n'y a pas. On est ensemble une petite heure, vous avez le programme, c'est parti. Alors Vassia, Pauline, bonjour à vous. Vous êtes bien installés ? Très bien. Très bien. Merci. On est très heureux de vous recevoir, parce qu'encore une fois, on est heureux de recevoir des troupes qui nous surprennent dans la définition du théâtre, ou dans ce qu'on s'imagine être du théâtre. Et votre pièce École d'été a la particularité de se jouer, pour reprendre ton expression Pauline, en dehors des boîtes noires. Alors expliquez-nous, où est-ce qu'elle se joue, cette pièce ? Eh bien, elle se joue partout sauf dans les théâtres. Et comme dans la présentation, c'était très bien dit, dans toutes sortes de lieux publics, des librairies, des médiathèques, bibliothèques. Et des salons. Des salons, énormément de salons, de toute taille. Alors, si vous jouez dans des lieux différents, ça veut dire que vous n'avez pas de décor ou jamais le même ? On n'a pas de décor, on a des accessoires. Mais le but, c'est que comme on voulait pouvoir voyager, on peut tout porter à deux. Donc on a un certain nombre de sacs, mais pas énormément non plus. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Et alors, est-ce que vous joueriez par exemple dans ce studio ? Oui. Oui, ce serait possible. D'accord. oui. Il y a des contraintes, il y a des endroits où vous ne pouvez pas jouer, où c'est pas possible ou... On a joué aussi bien en intérieur qu'en extérieur et les extérieurs fonctionnent pas très bien. Oui, c'est la seule contrainte. Parce que, en fait, est-ce qu'on peut dire que c'est trop grand ? Oui, on se perd. Parce que ça reste du théâtre, donc il faut pousser la voix. Et comme on a vraiment créé cette chose-là pour faire un petit cocon très intime, dès qu'on élève un peu trop le son, qu'on est obligé de crier pour être entendu, ça marche, mais ça perd de sa magie, on va dire. Et puis l'intérêt des endroits comme les salons ou les librairies, c'est que le rapport au public est différent de celui d'une salle de théâtre classique et crée un rapport d'intimité, de proximité qui est très fort pour la pièce. Et en extérieur, on s'éparpille assez vite. D'accord. Oui, tu parles de la relation avec le public. C'est quelque chose de très différent avec une salle de théâtre particulière. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui sont différentes pour vous avec
ce dispositif-là? Qu'avec la salle de théâtre classique, Ouais. y a pas de noir, déjà. On joue avec les lumières du jour, ou les lampes qui sont dans les lieux dans lesquels on est. Et donc ça, c'est une grande différence. Et puis on peut voir les gens qui nous regardent, et ça n'arrive pas normalement. On ne voit pas les yeux du public, et là, non seulement on les voit, mais en plus on peut un peu deviner ce qu'ils pensent parfois, et on joue avec ça, parce que c'est une pièce où on joue beaucoup, on joue pour le public et on joue avec lui. Ouais, Donc on a besoin des regards pour le faire. d'accord. Et puis, tout à l'heure, vous parliez des décors. Alors peut-être qu'on n'a pas de décor, et comme l'a dit Pauline, on se trimballe des accessoires. Mais l'endroit où l'on joue, et quel qu'il soit, devient le décor de l'histoire qu'on raconte, parce qu'on on s'adapte au lieu, et puis on essaye à la fois de prendre compte des contraintes qu'il l'offre, mais aussi des possibilités de déplacement, de mouvement. Donc on n'a pas de décor précis, mais parce que tous les lieux où l'on joue deviennent le décor. D'accord, vous adaptez votre mise en scène et vous vous appropriez en fait le lieu à chaque fois. Exactement, Oui, c'est c'est ça ça. qui est drôle et qui est le défi. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de lieu qui est pas bon pour nous, parce que de toute façon on se sert de tout ce qu'il y a, et ce qui est une contrainte, on essaie de le transformer en cadeau du lieu pour le spectacle. C'est plus ou moins réussi, hein, on va pas se mentir, mais même, je sais pas, une fois on était à Toulouse et il y avait un skate dans un coin et on l'a utilisé, quoi. Enfin, on avait fait un espèce de planche à roulettes, enfin, sur laquelle on se poussait l'un l'autre. Enfin bon, bref, voilà, c'est un petit exemple, mais ou un boa qui pendait à un miroir, qui prenait un peu la poussière. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dû être utilisé, et évidemment que je m'en suis saisie à un moment donné pour me le mettre autour des épaules, même si c'est pas le costume à la base. Il était là, il tendait les bras. Enfin voilà. C'est quoi l'origine de ce projet? C'est moi qui dois Quelle répondre. origine. Ouais. Non, je- Alors déjà l'origine, de cette idée de se dire on va jouer hors les murs d'un théâtre. Ben ça, c'est un peu... Enfin, c'est né de nous deux. Oui. En fait, on voulait faire un spectacle sans contraintes, sans les contraintes habituelles des théâtres, Donc, à on savoir voulait le être jouer. programmé. Donc on voulait vrai, jouer, en ouais. fait. Et la seule solution qu'on a trouvée, c'était d'aller chez les gens. Et c'était une volonté aussi d'aller à la rencontre, en fait. De ne pas faire venir les gens, mais d'aller chez eux pour aller les rencontrer. Ça, c'est un truc... Et moi, je l'avais vu une fois chez moi quand j'étais petite fille, parce qu'on n'a pas inventé le système du tout. Et j'avais passé un très très bon moment, parce qu'évidemment, il y a le spectacle, et puis après, il y a tout l'humain qui suit, avec un petit pot ou un petit goûter, en fonction de l'heure à laquelle on joue, et on partage. Et voilà. Ça, c'était une volonté, avant même le spectacle, voilà, de tisser des liens. Oui, parce que le spectacle en fait il se poursuit. Enfin c'est ça, même à la fin du spectacle, souvent il y a un moment de rencontre, un moment d'échange. Oui. Ouais. Et on n'est pas obligé de parler de ça, hein. On peut parler de complètement autre chose aussi, hein. Mais ces spectacles, quand on propose aux gens de venir chez eux, on dit toujours il y a le spectacle et l'après-spectacle. Il y a toujours l'après. On décide de qui prépare quoi. Et on reste, quoi. Parfois, on dort sur place quand on est hors de chez nous. C'est du théâtre à domicile et on dort chez les gens. Ouais, vous allez loin avec ce spectacle? Oui. Oui, oui. On est allé le plus loin qu'on a fait, je sais pas ce que c'était. C'est Toulouse. quand même. Toulouse, le plus loin. On est allé dans le Finistère aussi, quand même, donc au bout de la Bretagne. On a fait quoi d'autre? Lyon, Lille, Lille, plein de fois. le Nord aussi. Le Nord. On va aller à Clermont-Ferrand bientôt. Et c'est tout. Voilà. Oui, parce qu'on n'a pas fait encore Sud-Est. Non. Qui vous appelle? C'est aussi bien des gens qui ont vu le spectacle, qui en ont parlé à des amis, ou alors des gens qui ont vu le spectacle et qui nous font revenir chez eux. Des fois aussi, c'est nous qui appelons des personnes à qui des spectateurs ont parlé du spectacle. Ça dépend. Vraiment, tout est possible. Ça dépend aussi
au début, quand on commençait à jouer le spectacle, on a sollicité des gens dont on pensait qu'ils pouvaient être intéressés, puis surtout on savait qu'il y avait de l'espace chez eux, donc pour jouer les premières fois. Ils ont fait venir des gens qu'on ne connaissait pas, qui donc ensuite nous ont fait venir chez eux, et ça s'est fait ainsi de suite. D'accord. C'est des gens qui ont l'habitude de faire venir des pièces de théâtre chez eux? Pas forcément. Non, il y a vraiment des gens, même... Il y a des gens, effectivement, pour qui c'était normal et facile à faire. Et d'autres personnes qui vraiment n'avaient jamais fait ça et qui, parce qu'ils avaient vu la pièce, ils avaient trouvé ça marrant, ils voulaient aussi le faire chez eux avec leurs amis pour créer un événement ensemble. D'accord. Donc moi, si je vous appelle, par exemple, je vous dis j'ai adoré votre pièce, je voudrais que vous veniez la jouer chez moi. Souvent, on a l'impression que c'est compliqué de nous faire venir, que c'est tout un gros bazar, alors que pas du tout. Il suffit juste, entre guillemets juste, mais de trouver une date commune. Et en fait, nous, on vient et ça prend que quelques heures. On a besoin de 2-3 prises murales et c'est tout. Et en fait, et on peut se lancer, le bazar peut déjà commencer, quoi. Donc c'est pas... souvent c'est une crainte, les gens appellent et sont un peu inquiets de « alors mais pour que vous soyez bien, on a besoin de rien en fait, on a juste besoin que les gens soient là et voilà. » Il y a une prise en charge du spectateur et de l'hôte avant la pièce, pendant la pièce, après la pièce, avec les mails. Et le public qui vient vous voir, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est un public d'habitués? Est-ce que c'est... Qui vient vous voir? Alors, il y a les amis ou connaissances, voisins de la personne hôtesse. Nous, on aime bien quand c'est en région, dans des villes où on a des connaissances, faire se rencontrer les gens. Donc, on appelle des amis à nous qui font pas forcément du théâtre, qui sont pas forcément du milieu, mais on leur dit « Tiens, on est là dans ta ville, on joue dans tel bâtiment d'une personne que tu ne connais pas, viens ». Et on essaye de faire des ponts. Et puis, des fois... des fois, même juste des gens dans la rue qui font pas forcément du théâtre, mais à qui on parle. Une fois, on était à Lille, là, on mangeait des frites au maroilles juste avant d'aller jouer le soir. Et moi, j'ai tchatché avec je chatte beaucoup, avec le serveur. Et il a dit « Ah, mais c'est trop bien, ce truc. Est-ce que je peux venir ?» Et voilà. Et le soir même, il était là, dans un salon de quelqu'un qui connaissait absolument pas, pour venir voir des gens qui connaissaient absolument pas. C'est vrai. Voilà. Bon, on a demandé à la personne avant quand même, bien sûr. On fait ça bien, mais voilà. N'importe qui peut venir. Et puis jusqu'à présent, on a joué vraiment devant des gens très différents aussi en âge, où on a pu jouer devant des jeunes gens, des ados, mais aussi des gens de 30-40 et aussi des personnes âgées de 80 ans. Oui. Et à chaque fois... les réactions sont très différentes par rapport à l'histoire, mais c'était quelque chose qui nous avait questionné au début, c'est est-ce que l'histoire qu'on raconte va concerner ou parler à des gens de différents âges, de différents vécus, et puis on s'est rendu compte au fil des représentations que les spectateuristes, quel que soit leur âge, arrivaient chacun à se faire une histoire, à se raccrocher à ce qu'on raconte. Et quel que soit l'âge et quel que soit le milieu social aussi, parce que c'est vrai que du coup on a été amené à jouer devant tout profil de personnes en fait. Maintenant quand même on a pas mal brassé et en fait ça régit pas au même moment, mais il y a toujours un petit moment où ça accroche quand même quoi. Des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés. Je sais pas quel exemple on peut donner, mais on s'est retrouvés à jouer devant que des avocats, par exemple. C'était une assemblée d'avocates, en plus, c'était que des femmes, ou que des psys, ou voilà. Je sais pas, j'ai plus d'exemples d'autres, mais qu'on connaissait absolument pas, quoi. Ouais. Et il y a un moment d'échange après la pièce. C'est quoi les questions, les réactions qui reviennent le plus souvent? C'est si tout est vrai. Si tout est vrai? Voilà, si l'histoire est vraie. Si l'histoire est vraie. D'accord, parce qu'on on identifie vos personnages à vous directement. Est-ce que vous avez les mêmes prénoms? Je me souviens plus. Est-ce que vous donnez des prénoms à vos personnages ou pas?
Est-ce que c'est les vôtres? Oui, enfin, Bah, c'est nous, oui. c'est nous, oui. C'est nous. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, c'est la question, c'est est-ce que c'est vrai ou pas? C'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Ouais, on va pas répondre. Non, bah, c'est pas. Je pense que la question est plus intéressante que la réponse, là, sur le coup. De toute façon, tout est vrai. Donc, Oui. même si c'est difficile à croire. C'est quoi? C'est le sentiment de l'absence, cette pièce. C'est ce manque. Qu'est-ce qui revient là, parce qu'on dit bon, est-ce que tout est vrai, est-ce que tout est pas vrai? C'est ce qu'on ressent au final qui importe. Qu'est-ce qui revient dans cette pièce-là? La distance. Oui, la distance. Comme c'est une amitié à distance, ce qui revient souvent, et puis c'est assez émouvant à chaque fois, c'est que le spectacle se termine, les gens sortent de la pièce, et puis des fois il y a des choses à manger, à boire, tout le monde discute, tout le monde rit, et puis des fois au bout d'une heure, je dis au bout d'une heure parce que je range tout de suite et après je retrouve les gens. Il y a toujours une personne qui vient et qui va dire un peu comme un secret ou comme une confession que ça lui est arrivé aussi d'entretenir une relation à distance comme ça avec quelqu'un il y a longtemps ou encore aujourd'hui et la personne s'évapore dans ses pensées. Et souvent, ça arrive assez souvent. Ou des histoires d'amour, ou des histoires très fortes, ou des pertes aussi, des disparitions de personnes pour X raisons, ou même parfois pas expliquées. Et c'est vrai que c'est partagé. Donc nous, évidemment, on ne dit rien. On reçoit à notre tour. Ouais. Et après, les gens aussi partagent leurs souvenirs de voyage. Comme le spectacle parle de voyage, voilà, les gens se reconnaissent là-dedans. Et c'est ça, c'est émouvant de voir que les gens, après le spectacle, s'emparent de ce moment-là pour raconter aussi leurs propres histoires. Et ils confrontent leurs histoires, enfin ils confrontent gentiment, mais en fait, je pense que ce qui fait que ça marche quand même, c'est que chacun peut voir Enfin, il y a plusieurs grilles de lecture, plusieurs strates, et chacun l'investit comme il l'entend. Et donc à la fin, souvent il y a des comparaisons de « mais t'as pas compris, c'était ça que ça voulait dire, ou c'est de ça que ça parle, etc. » Et en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que ça parle de ce qu'on a envie de voir de toute façon. Enfin, et voilà, donc des fois il y a des débats un peu animés, notamment sur une des questions qui revient aussi, c'est mais est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié, par exemple? Ça, c'est un grand... Oui. C'est une relation forte et après, voilà, chacun y met. Alors des fois, c'est mais non, mais pas du tout. Elle l'appelle... Enfin, il y a beaucoup mon ami qui est répété, effectivement, qui est tellement répété que il y a des gens qui disent mais pas du tout. En fait, c'est un amour fou, passionnel, même si on se l'avoue pas. Enfin bon. Justement, moi, c'était une question que je voulais vous poser parce que c'est effectivement, on entend beaucoup mon ami. Il y a peu le mot amour, ou en tout cas dans la définition de la relation, il n'y a pas le mot. Pourtant, il y a plein de synonymes, il y a plein de façons d'en parler, mais il n'y a pas le mot. Comment vous avez, à l'écriture, comment vous avez, et surtout pourquoi vous avez fait ce choix de garder mon ami et de ne pas l'expliciter? Comment ça vous est venu, cette façon d'écrire? C'est lui l'auteur. Vas-y. Vassia, c'est pour toi cette question. Me voilà bien emmerdé. Mais parce qu'on peut parfois... Je peux la réponse... je vais dire que la réponse est très simple. C'est parce que le personnage de la pièce parle à son ami et que c'est son ami. Voilà. Ok. Pauline? Non, mais moi, je trouvais que c'était intéressant pour avoir moi-même eu des relations que j'arrivais pas trop à étiqueter, on va dire, de manière classique. De me dire, oui, cet ami,
Est-ce que, ça a pu m'arriver du désir pour un ami et pour autant, ça restait mon ami et jamais il s'est rien passé. Mais c'est des relations juste où d'un coup, on rencontre quelqu'un et c'est tellement puissant, tellement fort que où est-ce que ça se situe, on ne sait pas trop. Et moi, je trouvais ça génial, justement, que dans la pièce, c'est mon ami. Et puis bon, est-ce que ça dérape? Est-ce que oui, il y a peut-être un moment donné où il y a de l'amour? Et puis en fait, non. Et puis, est-ce que finalement, c'est ça la vraie question? Est-ce que c'est pas juste... à un moment, on a un feeling avec quelqu'un et voilà, on a envie d'être qu'avec cette personne tout le temps. Enfin voilà, moi j'adore quand les gens parlent de ça et pouvoir débattre avec eux est-ce qu'on met du sexe ou pas du sexe, est-ce que, ouais, je sais pas, j'ai pas de fin à cette pensée, mais je trouvais ça intéressant en tout cas, qu'elle répète mon ami tout le temps et que ce soit interprété comme on a envie. Et moi, je me fais des films différents quand je joue. Il y a des soirs où je me dis, bon, allez, ce soir, elle est amoureuse, ou elle va tomber amoureuse, ou non, ce soir, c'est ami. Parfois, c'est borderline, c'est son ami, mais c'est un petit peu... elle passe des limites un petit peu que normalement on ne franchit pas dans des relations. Elle est un peu inquiétante dans son amour. Voilà, ça peut varier. Et après, les gens ressentent ou pas les trucs. Alors justement, Pauline, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton personnage? Ben voilà, je viens de le faire. Ah oui. Non, c'est un personnage... Une fois, on nous a demandé un mot qui résume la pièce. Ouais. Et pour moi, c'est la même chose que le personnage. C'est tellement. Ouais. Déjà parce que c'est écrit dans le texte plusieurs fois. Et aussi parce que c'est quelqu'un de très excessif, qui est excessivement seul, qui aime excessivement la vie. Et que tu me dis si... Voilà, mais c'est mon interprétation. Et qui a... tellement besoin de la combler. Et que là, il y a cette rencontre qui se fait dans un pays étranger, dans un voyage, et que tout d'un coup, ça match, quoi. Et donc, elle va investir tellement cette relation. Voilà, pour moi, c'est ça, ce personnage-là. Formidable, merci. Ça va, on parle de la même chose, en fait. C'est bon, on est d'accord. Ouais, elle déploie pas mal de stratagèmes, de solutions pour avoir ce manque. Ouais. On peut en parler de ça un petit peu? Des stratagèmes pour bourrer le manque? Ouais. Oui, et c'est quelqu'un qui va se mettre à fantasmer et imaginer ce que la vie de son ami peut être dans le pays lointain. Et donc, le personnage va se mettre à lire énormément, à des livres qui parlent du pays, des guides de voyage, va essayer de commencer à apprendre un peu la langue, va regarder beaucoup de films, va écouter toutes les musiques qu'elle peut trouver pour essayer de se projeter et de se voyager dans le pays et dans le quotidien que son ami, dans le quotidien de son ami, quoi. Il y a un moment donné où elle dit, je me demande, quand je me lève le matin, je me demande si toi aussi t'es levé. Enfin, voilà. Ouais. Et donc, elle va... Il y a presque un transfert, de sa vie dans le pays imaginaire, j'allais dire. Mais il n'est pas imaginaire. Oui, mais c'est un pays qui n'a pas de nom. Ça devient un pays imaginaire. Ouais. Oui, c'est ça. Justement, est-ce que vous pouvez nous aider un peu à qualifier ce qui va remplir le vide laissé? Est-ce que c'est un imaginaire? C'est un fantasme? C'est une illusion? C'est presque une culture? Parce qu'elle apprend une culture. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que ça devient? Les deux personnes, une fois qu'elles se sont rencontrées dans le pays étranger, se séparent. Chacune retourne dans son pays d'origine. Et ils se mettent à s'écrire par mail. Et en fait, d'un côté, il y a... une excessivité de tartines et de tartines de paroles. Et de l'autre, il y a une phrase, quoi. Et en général, l'ami lointain est très peu loquace. Et donc, c'est aussi une manière de... Enfin, je pense qu'il y a cette boulimie de culture et de se repaître comme ça de tous ces... Elle va même cuisiner, commencer à préparer des plats qu'elle va manger dans le pays de son ami, mais avant même d'y être, quoi. Enfin... Ouais.
Et tout ça par contre, j'ai fait une digression, ça c'est typiquement moi. Tu parlais du personnage de Vassia, j'allais venir, j'allais poser la question du personnage de Vassia aussi, parce qu'effectivement il est important, tu dis c'est une relation un peu à sens unique. Ouais. Donc effectivement, à la place de ses réponses, elle se fait ses propres réponses. Exactement. Ouais. Mais est-ce qu'elles sont vraies? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elle va trop loin? Est-ce qu'elle va même pouvoir lui laisser la place d'investir en fait la relation à force de bourrer les choses? Enfin, voilà. Et après, il y a la rencontre. Et Pauline, ton personnage, il cite une chanson de Alla Pugacheva. C'est bien ça, je ne me suis pas trompée? Tout à fait. Alla Pugacheva. Ouais. Et tu dis, il faut savoir à quoi s'attendre quand on rencontre quelqu'un comme ça, si on n'a pas envie de devenir complètement fou. Oui. Ça veut dire quoi, quelqu'un comme ça? Pauline ou Vassia d'ailleurs, hein. Si on te définir un peu ce personnage, quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, avec autant de secrets? Oui, quelqu'un qui ne vous dit rien, ne vous renvoie rien, alors qu'il représente paradoxalement énormément pour vous. Je pense que ça peut être dangereux. J'ai rien à ajouter. Ouais, très bien. Mais ouais, c'est une relation aussi intéressante parce qu'il y a le public. On parlait tout à l'heure du public et de l'importance du public quand on joue comme ça dans des salons chez le public, presque, on va dire. Et donc, Pauline, tu vas leur montrer un peu tout ce que tu déploies. Donc, je disais les livres, les recettes, tu parlais tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une part de justification? C'est-à-dire, est-ce qu'on a aussi quelque chose à prouver à ceux qui nous entourent quand on a ce genre de relation qui paraît presque... On pourrait ne pas le croire, on pourrait ne pas la croire, Pauline. Quand elle dit qu'elle a une relation avec cette personne-là, qu'on ne voit jamais, qui ne parle pas. C'est vrai. J'y avais jamais pensé comme ça. Mais c'est tout à fait juste de dire... oui, effectivement... Mais je ne sais pas si elle cherche à se justifier ou si c'est juste que de toute façon, c'est tellement toute sa vie à ce moment-là qu'il y a même pas, c'est même pas je justifie, c'est juste je déborde et que tout ce que je fais, c'est de parler et de montrer et de partager. Et c'est un personnage qui est quand même positif dans le sens quand je vais montrer aux gens dans le public tous ces objets-là, je le fais aussi par envie de partage, de dire mais regardez, je trouve ça tellement génial, c'est impossible que vous ne trouviez pas ça génial avec moi, quoi. Alors bon, après, chacun fait comme il veut, regarde ou ne regarde pas, etc. Mais ouais, mais effectivement, peut-être qu'au fond du fond, il y a une petite justification de, vous voyez, cette personne existe, je ne vous mens pas, et la preuve, ça c'est dans sa langue, ça c'est de son pays. Mais un peu plus tard, il y a même un livre qui est un peu important que le personnage montre, qui s'appelle Stoner. Et elle dit, c'est même pas un livre de ta langue, c'est pas un livre de ton pays. Ça n'a rien à voir avec toi, mais ça parle de toi. Et donc, en fait, on constate que... Enfin, bon, c'est juste parce que l'ami lui a dit « Ah, j'ai lu ce bouquin et ça m'a fait penser un peu à moi ». Et en fait, la moindre miette de miette va être surinvestie et aimée et adorée et après montrée aux autres. Et pareil, je suis comme toi, j'ai oublié la question. Ça va, j'ai répondu. Non, oui, c'est bien, okay. C'est bien. Et t'as poursuivi et c'est très bien, c'est très bien. Non, mais c'est vrai que c'est comme tu disais tout à l'heure, je pense qu'on peut se retrouver, on peut retrouver nos propres expériences dans cette histoire. On va parler un peu de la pièce. D'habitude, je demande quelle est la première image qu'on voit quand on rentre dans le théâtre. Là, il n'y a pas de théâtre, donc on va essayer de faire un petit peu différemment. En tout cas, j'imagine, c'est quoi la première chose qu'on voit en tant que spectateur quand on va, frapper à la porte? C'est quoi la première expérience du spectateur avant même que le spectacle commence? Alors, ce serait d'abord, des fois, d'enlever son manteau. C'est ça. De découvrir le salon. Ok. Par qui on est accueilli? C'est vous qui accueillez les... Oui. D'accord. Donc quand vous frappez à la porte, c'est vous qui... C'est les gens, c'est l'autre. L'autre, l'hôtesse, ou Vassia, ou moi. Vous n'êtes pas caché dans un coin, en tout cas? Non, on est là. D'accord. On ne fait pas de théâtre, il n'y a pas de théâtre, donc on n'a pas besoin des coups un peu poussiéreux juste avant que ça commence. Nous, on est là, on accueille les gens. Et la première image qu'ils voient, moi j'ai un peu envie de dire que c'est déjà une image qu'ils se fabriquent eux-mêmes parce qu'en fait, on met des cartes postales partout.
sur toute surface plane du salon, les tables, les chaises, des rebords, les cheminées, la cheminée, enfin bon bref. Oui, il y en a énormément, il y en a une centaine, je pense que facile. Oui, il y a beaucoup de cartes postales. Ouais. Il y en a partout. Et qui représentent tout, enfin il y a de tout. Oui, c'est vrai. Il y a de tout, des fleurs, des animaux, des humains, pas des humains de n'importe quel pays, des en couleur, des en noir et blanc, des grandes, des petites, des toutes petites. Bref, il y a de toutes cartes postales et on propose aux personnes de les regarder tout en prenant une bière et en enlevant leur écharpe et d'en choisir une qui leur évoque un voyage qu'ils ont fait ou un voyage qu'ils rêveraient de faire. Et après, il y a un long moment, en fait, où la personne est déjà seule avec sa propre image du voyage, en fait. La première image, pour moi, c'est la carte postale que la personne choisit, qu'elle investit comme elle a envie. Ah bah, j'y suis vraiment allée, ou ah bah, j'aimerais vraiment y aller. Ou parfois, c'est drôle parce que déjà, il y a... C'est une pièce qui joue beaucoup sur la connivence, qui joue beaucoup sur le flou. Et donc parfois on choisit une carte en se disant ah c'est la Chine, on retourne et en fait c'est pas du tout. Je sais plus la dernière fois c'était quoi, un monsieur qui avait cru que c'était le Vietnam et c'était la Normandie, enfin un truc, il y avait un truc comme ça. Enfin et c'est ça qui est génial. Et donc pour lui il voyageait déjà et alors qu'en fait il était encore dans son propre pays. Enfin bon bref. Et voilà et chacun prend sa carte et la gardera jusqu'à la fin. Enfin on fait choisir les cartes aux personnes qu'elles les emportent après et s'installent avec et c'est cette première image qu'on n'impose pas, en fait, qui est choisie. Énormément de mots pour un truc très simple. Merci, Pauline. Pardon, je vais mouche. C'est vrai que c'est intéressant, ce départ avec les cartes. C'était assez surprenant. Quand je suis venu voir la pièce, c'était dans un espace du théâtre. Au théâtre des Déchargeurs à Paris, et donc il y avait des cartes postales avant même de descendre dans la salle. Il y en avait sur des tables, il y en avait partout, et on te voit, tu nous invites à prendre ces cartes. Ouais. On est déjà dans un voyage avant le début de la pièce, et on repart avec. Oui. Et le voyage se poursuivra. Enfin, on espère que. Moi, c'est ça que j'aime bien me dire aussi, c'est que le voyage théâtral, enfin le moment voyager ensemble parce qu'on raconte une histoire, qui se retrouve dans ce petit bout de carton qui est choisi au début, mais avec lequel les gens repartent à la fin. On espère que c'est emporté. Et puis voilà, ça va dans les maisons des gens. Et on le dit au début, à un moment donné, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez la garder, vous en servir de marque-page, la mettre dans une enveloppe et vraiment écrire à quelqu'un. Après, ça, c'est vous. Mais moi, j'aime bien me dire que le voyage a commencé avant, se déroule ensemble dans ce salon et en fait se poursuit après à travers, je sais pas si je suis vraiment poétique pourrie, mais, mais moi j'aime bien me dire ça. Et des fois je prends des cartes, il y a des cartes qui sont jamais choisies, qui sont un peu punies pendant des mois et des mois, personne ne les prend jamais. C'est lesquelles ? Moi je les prends. Qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes ? Ah, ça dépend. Il y avait un petit garçon à un moment donné, blond, sur des marches. Et personne ne voulait de lui ? Bah non. D'accord. Et vous ajoutez un petit quelque chose aussi sur les cartes à la fin ? Oui, tout à fait. À la fin, ah oui c'est vrai, on n'a pas parlé de ça. On tamponne une adresse mail et on propose aux gens de, encore une fois, poursuivre le voyage, poursuivre l'échange par mail, comme on le fait dans la pièce, enfin comme on en parle dans la pièce, et de le faire en vrai avec nous plus tard. Donc les gens peuvent vous écrire ? Tout à fait. Ils le font ? Oui. Ça dépend. Qu'est-ce qu'ils vous racontent ? Peu, mais oui. Eh bien, on a un certain Jean de La Fontaine qui habite à Lyon, qui nous écrit régulièrement et à qui on répond. D'accord. Et donc, ce nom est très mystérieux aussi. Je ne sais pas si c'est un vrai nom, mais il nous donne de ses nouvelles. C'est son adresse mail ? Jean de La Fontaine, ouais. D'accord. Le premier mail, c'était une petite vidéo d'une poétesse dont on parle dans le spectacle. Donc, c'était assez touchant. Voilà. Après, c'est des fois juste pour dire, faire un commentaire sur ce qui s'est passé ou pour nous demander de venir chez eux. Enfin, on nous écrit pour dire ah, c'est par là qu'on écrit, est-ce que vous pouvez venir dans mon salon ? Alors, j'aimerais qu'on aborde le prix des places, parce qu'une des raisons d'être de Tête de Lecture, c'est de casser l'image inaccessible du théâtre. Et souvent, ce qui est inaccessible dans cet art, c'est d'emblée le prix des places. Qu'est-ce qu'il en est pour cette pièce ? Eh bien, cette pièce, c'est aussi une de ses raisons d'être, c'est de pouvoir être plus accessible.
C'est au chapeau, ça veut dire qu'il n'y a pas de billetterie, on ne préachète pas sa place. À la fin du spectacle, on fait circuler un récipient, un chapeau, un bol en fonction du lieu. Et on fixe le prix à 5 € minimum. Donc on met 5. Et si on a envie, on peut mettre plus. Mais voilà, c'est ça le prix. Et simplement, quand on doit prendre le train ou des transports pour se déplacer dans des villes plus lointaines en France où on nous demande de venir, on le fait avec plaisir. Mais par contre, il faut juste qu'on organise 2, 3, voire 4 dates en fonction des prix des billets de TGV pour pouvoir se rembourser. Mais le prix des places ne change pas. C'est juste qu'il faut faire plus de dates et que malheureusement, on est obligé de rester plus longtemps. C'est vraiment horrible. Voilà, donc c'est vrai. C'est quoi l'endroit le plus insolite dans lequel vous avez joué? Le plus insolite. Le sol en verre. Ah oui, c'était pas mal ça. Vas-y. Un jour, on a joué dans un appartement qui était de plein pied, avec un sous-sol, et on pouvait voir le sous-sol avec une vitre dans le sol. Et donc, c'était assez improbable, et on a beaucoup joué avec cette particularité-là. Et je crois que c'est vraiment la chose la plus improbable qu'il y a eu. Ah non, et un jour, il y avait aussi un salon où la table était en fait Ah ouais, c'était génial, un ancien, comment dire, une ancienne table de dentiste, et donc qui pouvait tourner sur elle-même. Oh, ok. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre chez vous? Pour moi, c'est les deux trucs les plus insolites. Oui, Ouais. inattendus. Ah, il y a eu cet appart avec une porte qui coulissait, mais qui ne fermait aucun espace. C'est vraiment juste une porte coulissante. Bah, c'était là où il y avait le sol en C'était verre. là où il y avait le sol en verre aussi. Et il y avait des énormes ronds dans la porte, donc on pouvait passer les bras comme ça. Enfin, je sais pas, je pense que c'était de la décoratif. Ah oui, c'est particulier. Mais c'était Ouais. très particulier, ouais. Mais bon, évidemment, on a joué avec. Ok. On aime bien les maisons où il y a un bar américain aussi. Ah ouais, Parce que bon, ça fait des espaces, en même temps, on peut monter dessus. d'accord. Ça fait un espace de jeu en plus. Intéressant, oui. Le trajet le plus loin que vous avez dû faire pour aller jouer? Ouais, c'est Toulouse. Ouais. Bon, on va me taxer de favoritisme. Parce que chaque fois on parle de Toulouse, il y a beaucoup de pièces qui viennent à Toulouse. C'est ma terre d'origine, donc Ah mince. je salue les Ah, c'est pas fait Toulousains. exprès. Je salue tous les Toulousains qui profitent des pièces. Non, mais c'est vrai, c'est une préoccupation qu'on a, j'étais de lecture, d'essayer de trouver des pièces qui ne se jouent pas qu'à Paris. Ah bah là... Et c'était le bonheur de savoir que votre pièce bougeait partout en France, quoi. Et justement, dans des endroits où il n'y avait pas forcément de théâtre, là c'était possible. Avec votre pièce, c'était possible, donc c'est top, quoi. Pour la dernière partie de cette émission, on vous a demandé de nous apporter un bout de la pièce, un élément de décor, de costume, un symbole. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Eh ben, on a apporté ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? mets par Pour terre. tous ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, essayons de décrire un petit peu cet objet. Eh bien, c'est un sac de voyage en cuir marron, un peu usé. Avec des poches sur le côté. Ah ouais, il a voyagé, il a vécu un Il petit a peu. beaucoup vécu. Il contient énormément de choses, Même s'il est vide. Pour le même si moment. là, il est vide. Alors, il joue dans la pièce, hein, on le voit dans la pièce. Tout à fait. Alors, ça dépend la version. Il n'est pas toujours... ça dépend les versions. D'accord. Mais il peut être sur scène. Enfin, c'est le sac qui est sur scène quand on a besoin de lui. D'accord. Et ma foi, voilà. Oui, on a choisi le sac parce que, bêtement, ça représente le voyage. On peut se projeter sur tous les voyages qu'on a fait. Mais aussi, eh bien, un sac de voyage vide peut contenir justement toutes les projections qu'on peut se faire sur le voyage qu'on fera. Voilà. Et les souvenirs quand on rentre. Ouais. Très bien. Je voulais vous poser une petite question par rapport au théâtre. Bon, qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, du théâtre, en tant que spectateur ou en tant que comédien ou auteur? Je dirais que ce que j'attends du théâtre, c'est des choses qu'on avait vues ensemble au début du projet. C'était que je vais vraiment parler pour moi, que on me raconte une histoire
et que ça peut donc simplement passer par une personne qui va parler à d'autres personnes, et que cette histoire, peut-être quelle qu'elle soit, aussi bien puisse faire rire, pleurer que faire penser. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues en travaillant avec d'autres gens. J'ai vraiment pas inventé l'eau chaude, mais sur le coup, je me dis, si on peut traverser ces différentes émotions, ces différents états, eh bien, je me dis que j'allais dire ça suffit, c'est pas que ça suffit, mais que c'est ce qu'il faut. Alors que je crois qu'il n'y a rien de plus décevant que de ne rien ressentir et de ne rien avoir à imaginer quand on lit un livre, regarde un film ou voilà. Je crois que c'est ça. Ok, super. Ce que tu attends du théâtre, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais. Bah oui, à peu près la même chose, hein, puisqu'on s'est beaucoup interrogé en faisant le bazar. Oui, de ne pas prendre, de pas prendre les spectateurs et les spectatrices pour des cons. Dans le sens où, moi je trouve que moi ce que j'aime, et ce que donc on essaye de faire, c'est tout en tenant un fil, une histoire, bien sûr, continuer à faire gamberger et à faire se poser des questions aux spectateurs. Pas méchamment, pas des questions intellectuelles, mais qu'il y a une espèce d'investissement, un investissement dans l'histoire, tout en étant bien sûr assis dans son fauteuil, mais que ce soit pas juste lisse et délivré, même si ce qu'on fait n'est pas spécialement, est très simple. Hein. Encore une fois, c'est sans prétention, on n'a pas du tout inventé quoi que ce soit, mais en tout cas, oui, qu'il y ait une écoute active un peu, non? C'est ça. Moi, ça, c'est ce que j'aime recevoir et venir un peu gratter dans le... Est-ce que je suis vraiment en train de voir ce que je suis en train de voir? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est pas... est-ce que le théâtre, c'est la vie, c'est le jeu? Et donc, de ne pas montrer qu'on joue, mais juste de le faire, d'être, et de cette manière, essayer de tricher un peu avec les spectateurs et les spectatrices et de les attraper par un endroit auquel ils ne s'y attendaient pas, en fait. Ça, c'est ce que j'aime voir et ce que j'attends. Et, dernier truc, pour pouvoir que le spectateur puisse ne pas payer trop cher, parce que même nous, enfin moi je sais que j'adore le théâtre, hein, mais même si c'est mon métier, des fois c'est trop cher, je n'y vais pas, qu'il y ait peut-être des aides aussi à la culture comme ça, qui permettent d'avoir des places toujours moins chères pour pouvoir permettre aux gens d'aller dans les salles, non? Je sais pas. Ou de programmer des spectacles en appartement, plus. Bah oui, c'est ça. Évidemment. Eh ben, on va rester sur cette réponse. Merci beaucoup, Pauline Vassia. C'est le moment de passer à la lecture de la pièce. Alors oui. Juste avant, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler brièvement du collectif avec qui vous avez monté la pièce? Oui, c'est tout simple. C'est un collectif qui s'appelle La Syncope, ouais. Qu'une amie et moi avons créé et dont on s'occupe, quoi. Elle est basée en Île-de-France pour le moment, mais elle va déménager à Lyon bientôt. Et voilà, elle a été créée en 2019. Et là, ça, c'est la deuxième pièce qu'on fait, qui est abritée par la Syncope. Et voilà, donc on remercie aussi Mathilde Belin pour son œil et sa présence, ma binôme, mon amie. Alors on salue Mathilde Belin. Voilà. Très bien, Pauline Vassia, on vous accueille ce soir pour École d'été, oui. Écrite, mise en scène, interprétée par Pauline Darcel et Vassia Chavaroche du collectif La Syncope, avec le soutien de la galerie Far West de Françoise Lebeau à Saint-Guenolé, du TDI, Théâtre à durée indéterminée, et toute son équipe à Paris 20e, le festival La Mascarade à Nogent-l'Artaud, et bien sûr tous les salons qui vous ont accueillis. Alors dérogeant un peu aux habitudes, je ne vous donnerai pas de prochaines dates, mais je vais vous inviter, chers auditeurs, chers spectateurs,
à écrire un mail à Pauline et Vassia et à les faire venir dans votre salon, votre librairie, votre bibliothèque, et puis, osons les gros mots, si vous avez un théâtre et que vous voudriez prendre la pièce sous votre aile pour une diffusion en appartement plus officielle, eh bien, c'est possible. Alors pour tout cela, une seule adresse mail, syncope collectif tout attaché, syncopecollectif@gmail.com, ou envoyez-nous un petit message sur l'Instagram de Tête de Lecture et nous transmettrons votre invitation. Vassia, Pauline, on vous écoute pour la lecture d'un extrait d'École d'été. Bon alors, on prépare le voyage et après l'école d'été, il faut quand même que je retourne au travail pour gagner ma vie, comme on dit. Je fais pas grand-chose en dehors du travail, à part t'attendre et t'écrire. Je travaille dans une bibliothèque, ça bourre le temps, et autant te dire des fois que je m'emmerde sec. Je me lève chaque matin en me demandant si t'es levé toi-même ou si tu dors encore, paresseux. Je boulotte un bout et je pars. J'essaye de t'imaginer dans ta ville que je connaîtrai bientôt. J'ouvre les portes de la bibliothèque et c'est parti pour l'ennui monacal du silence des lecteurs et des ordinateurs. Ça me cuit le cerveau jusqu'au soir et c'est bien. J'en vois passer des oiseaux qui font des bruits bizarres, qui sentent mauvais, qui me font tourner en bourrique, qui parlent seuls et qui font tout sauf lire. Alors, quand je travaille là-bas, c'est-à-dire quand j'attends derrière le comptoir de l'accueil, je suis aimable comme un bœuf et sûrement aussi taciturne que toi. Il y a les collègues, on partage rien ensemble, rien que le travail et c'est bien. Ils posent pas de questions, non, et je pense à toi, en attendant le soir où j'espère terriblement avoir le plaisir de te lire et de te répondre tout de suite. Et ainsi tous les jours. Et j'en ai assez d'attendre dans mon recoin d'impatience. Comme t'es mon phare et mon miracle, tu deviens ma seule référence. Je te raconte tout. Tu sais tout et je te raconte tout. Je me dis que ça peut te faire parler. Et quand je cause avec d'autres personnes, parce que ça m'arrive aussi, je te mentionne à tout va. Alors je demanderai à mon ami, j'ai un ami qui... mon ami, qui d'ailleurs habite mon ami qui, mon ami que, mon ami où, mon ami quand, bon bref. Peut-être que j'exagère, mais avant de te connaître, ma référence et mon point d'orgue, c'était mes parents. Tu les as supplantés. Il fallait que je m'appuie sur leur avis, qui était parfois complètement con, pour prendre une décision, tout le temps. Et te voilà qui me casse cette dépendance et me met face au monde qu'il me faut traverser pour te rejoindre sans filet, mon soleil, mon miracle, mon maître. Bon, le voyage approche, mais vraiment pas assez rapidement pour moi. Alors, pour bourrer l'impatience de ton pays et pour en rêver un peu plus, tous les moyens sont bons, comme on dit, pour que je pense à ton pays, pour que je pense à toi. Alors, je me gave de musique, par exemple, des chansons kitsch et ringardes que j'adore, dont je pige qu'un mot sur 10, mais c'est comme si tout était clair et parlait de toi. Je me gave de films que je trouve très tard, laids, qui parlent de la guerre. Quand c'est pas des comédies gravos, c'est mal joué. Mais je les adore aussi quand ils sont pleins de couleurs et abondent de sourires et de lumière de ton pays. Et je me gave de livres, des guides de voyage qui disent tous la même chose, des classiques de ton pays qui parlent du siècle dernier et du siècle d'avant. C'est des livres écrits par des types qui se retourneraient dans leur tombe s'ils écoutaient les chansons débiles de ton pays que j'adore. Et c'est pendant que je m'ennuie à la bibliothèque que je bouffe tout ça. Ma tête est farcie comme un gros chou de toutes ces choses qui te ressemblent parce qu'elles ont la même langue que toi et le même nom de pays que toi. C'est comme si elles t'incarnaient, je sais pas. C'est comme si ton pays devenait un autre pays. Un pays imaginaire qui me remplit la tête de rêves, mais qui ressemble, à vrai dire, peu ou pas du tout à la réalité de ton pays, qui me saute aux yeux tous les jours, dans les journaux, la télévision, la radio ou Internet, qui ressemble pas du tout au pays que tu vis tous les jours. Mais bon, tout ça, j'en parlerai plus tard, tout à l'heure. Je veux dire, en somme, que je m'impatiente de partir et que n'importe quoi de ton pays me fait penser à toi. Que penser à toi fait battre mon cœur plus vite et que c'est la seule chose qui compte pour moi. Même si tu t'en fiches ou que tu t'en ficherais sûrement de le savoir. Merci Pauline, merci Vassia d'avoir été nos têtes de lecture. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube, mais aussi sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Et les dates de spectacle de toutes les troupes que nous recevons sont mises à jour régulièrement sur notre compte Instagram. Avec Tête de Lecture, appuyons sur pause. Prenons le temps de chercher du sens dans ce qui nous entoure. Dans ce monde qui va vite, il est urgent de ralentir.
Quoi de mieux alors que de s'asseoir au fond d'un fauteuil de théâtre, de se retrouver entre humains et d'entrer dans cet autre univers. Il n'y a plus qu'un pas à faire, celui qui vous fera passer les portes d'une salle de spectacle. On vous y espère nombreux, c'est notre but. C'est la fin de ce magazine pour tous ceux qui aiment le théâtre et tous ceux qui ne le savent pas encore. Tête de lecture.